Bonjour, alors cette vidéo va concerner le chapitre 2 qui s'intitule L'évolution comme grille de lecture du monde. On va voir qu'on peut comprendre ce qui nous entoure grâce à l'évolution. J'ai pris comme logo que vous trouverez tout au long de ce diaporama un arbre du vivant avec les différentes espèces qui se sont succédées au cours du temps et qui pour certaines existent encore. En introduction, les rappels des classes précédentes. Donc la sélection naturelle, parmi ce groupe de moustiques, l'un possède un allèle avantageux dans des conditions données du moment. Il va donc se reproduire de manière plus abondante que les autres moustiques. Il y a donc sélection naturelle de l'allèle avantageux. Et si les conditions du milieu changent, ça peut être le seul moustique noir muté qui va se retrouver cette fois dans un environnement qui l'avantage et donc se reproduire de manière plus importante. Vous avez vu également au collège comment on lutte contre une infection grâce à un vaccin et comment on réalise un antibiogramme, c'est-à-dire voir comment un antibiotique permet de détruire des micro-organismes. Vous devez donc savoir, pour débuter le chapitre, répondre aux questions suivantes. Une pression de sélection, c'est un élément de la théorie de l'évolution qui désigne un phénomène qui se traduit par une évolution des espèces soumises à certaines contraintes environnementales, comme on le voyait pour les moustiques. Le caractère qui se transmet de parents à enfants, c'est ce qu'on appelle un caractère héréditaire. Et enfin, l'évolution biologique n'est ni une opinion ni une croyance, mais une théorie scientifique qui se base sur des faits scientifiques. Dans votre livre, ce chapitre correspondra au chapitre 10 et nous allons répondre dans ce chapitre à la problématique suivante: comment l'évolution nous permet de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Je vous donnerai une feuille avec ces 4 axes. Ceci est un schéma bilan que vous trouvez à la page 231 de votre livre, qui reprend les 4 axes suivis dans ce chapitre. L'évolution permet de comprendre la complexité du vivant, comprendre pourquoi tout n'est pas parfaitement adapté, comprendre aussi les risques évolutifs associés aux pratiques médicales et enfin risques liés aux pratiques agricoles. Vous allez donc, sous forme d'exposé, présenter ces différents éléments. Moi, je vous les balaye très rapidement, je vous présente rapidement les documents correspondants. Donc, premier temps, comprendre la complexité du vivant à travers plusieurs exemples, dont le système visuel des mollusques. On est donc page 221 de votre livre. Et on vous demande ici de montrer que le système visuel des mollusques présenté est adapté à leur mode de vie et de proposer une explication à cette adaptation. Alors on voit ici que les systèmes visuels des mollusques présentent des variations. Par exemple, la coquille Saint-Jacques possède des yeux avec des cellules photosensibles et un cristallin qui leur sert à accommoder, c'est-à-dire à amener la lumière sur le fond de chacun de leurs yeux, ce qui lui permet de fuir rapidement face à ses prédateurs, l'étoile de mer par exemple, mais aussi de repérer ses proies. Pour le nautile, il n'y a pas de cristallin, c'est-à-dire pas de lentilles, mais il n'en a pas besoin puisqu'il chasse ses proies en profondeur et à ce niveau-là, il n'y a pas de lumière. Les patelles, les ormeaux, quant à eux, n'ont pas un œil très évolué, mais ils vivent fixés et n'ont donc pas beaucoup besoin, entre guillemets, d'une bonne vision. C'est ce qu'on voit donc sur ce document qui présente les différentes acquisitions
au cours du temps. Ce document est mal représenté, il est mieux représenté dans votre livre. On peut dire que l'évolution n'est pas linéaire. Dans l'interview ici de Guillaume Lecointre, professeur au Muséum d'histoire naturelle, il nous explique que ces adaptations se font au hasard, puisque ce sont les mutations qui régissent ces transformations, et donc de nouvelles structures visuelles prennent naissance, et la sélection naturelle va retenir les individus qui sont adaptés à leur environnement. Je vous conseille donc ici de noter la définition du terme sélection naturelle que vous trouvez à la page 230 de votre livre. C'est une variation non aléatoire de la fréquence des allèles au sein d'une population sous l'effet des pressions exercées par le milieu de vie. Un allèle qui confère un avantage reproductif a sa fréquence qui tente à augmenter. On parle de convergence évolutive quand la sélection naturelle retient des structures semblables chez des espèces non apparentées, par exemple les céphalopodes qui ont un œil quasiment, je dirais, similaire à celui de l'homme. Voilà la comparaison des deux yeux qui se ressemblent vraiment énormément. La lumière n'arrive pas tout à fait de la même façon parce que les cellules photoréceptrices ne sont pas situées de la même façon pour l'homme ou pour le céphalopode, mais le résultat est vraiment très ressemblant. J'ai ici montré l'œil de ce céphalopode comparé à un œil de vertébré ou comparé au nôtre. On peut vraiment parler de convergence évolutive. Alors cela s'explique par l'origine des structures, mais ce qui est intéressant, c'est que même si ces yeux se ressemblent morphologiquement, de manière embryonnaire, c'est-à-dire au cours du développement, ils se forment de manière totalement différente. Chez le vertébré, on a des tissus épidermiques qui constituent la surface de l'œil, et le cristallin se retrouve englobé au sein de ces structures épidermiques, alors que c'est le tissu nerveux qui constitue tout le reste de l'œil, et notamment la rétine. Chez un céphalopode, c'est quasiment tout des tissus épidermiques, et donc, je le disais tout à l'heure, une orientation des photorécepteurs qui se fait dans l'autre sens parce que le tissu nerveux arrive par l'arrière et n'est pas constitutif de la rétine. Ceci nous permet de conclure ce premier paragraphe par la notion les structures anatomiques présentent des particularités surprenantes d'un point de vue fonctionnel, pouvant paraître sans fonction avérée ou bien d'une étonnante complexité. Elles témoignent de l'évolution des espèces, dont la nôtre. Nous allons maintenant montrer dans le grand 2 pourquoi tout n'est pas parfaitement adapté toujours au milieu. Et donc on vous demande d'expliquer dans un texte argumenté d'une quinzaine de lignes pourquoi la sélection naturelle ne permet pas à elle seule d'expliquer le trajet du nerf laryngé chez les mammifères. Donc on va aller voir ce qu'est ce nerf laryngé. Le voici chez l'adulte humain. Il part de la base du cerveau, passe sous la crosse aortique qui mène le sang du cœur vers les organes, et il se retrouve au niveau du larynx qui nous permet de parler. On trouve le même type de disposition chez le poisson avec une relation directe entre ce nerf et les arcs aortiques. Et si on compare les embryons humains
et de truite, on voit vraiment une organisation qui ressemble énormément, de grandes similarités. Et on voit que chez l'embryon de truite, on n'a quasiment pas de changement de position entre l'embryon et la truite adulte. Donc nous, il y a un fort changement parce que la tête se redresse, etc. Mais on conserve cette position bizarre pour nous. Ce serait bien plus simple que le nerf passe directement du cerveau au larynx, mais garde cette position qui passe sous la crosse aortique. Donc un détour qui est inutile, qui est l'héritage de ce qu'on appelle des contraintes phylogénétiques issues de notre histoire évolutive. Nous sommes d'anciens poissons qui ont évolué, et aussi des contraintes structurales, c'est-à-dire des contraintes liées au développement depuis l'embryon jusqu'à l'adulte. On retrouve cette même contrainte chez un autre vertébré qui est la girafe, et là, évidemment, étant donné la longueur du cou, le passage du cerveau au larynx eût été vraiment beaucoup plus court en direct, plutôt que tout ce passage jusqu'à la crosse aortique et retour au larynx. Un deuxième exemple consiste en l'étude du bassin. Nous avons un bassin étroit lié au fait que nous marchons sur deux jambes, c'est ce qu'on appelle la bipédie. Donc on a ici une contrainte adaptative qui va poser un problème pour l'accouchement chez la femme. Donc là, on peut parler de contrainte structurale. Et donc, avec ces deux contraintes, on aboutit à un compromis évolutif. Notre bassin est lié à notre bipédie, mais il n'est pas pratique pour l'accouchement qui doit associer la rotation de la tête du bébé, sinon ça ne peut pas passer. Et donc, les définitions de contraintes structurales et contraintes phylogéniques ou historiques, sont importantes. Vous devez connaître ce triangle et savoir l'utiliser. Le nerf laryngé, on peut le positionner ici dans le triangle, c'est-à-dire entre les contraintes phylogéniques et les contraintes structurales. À vous de placer la forme du bassin dans cette évolution, et vous pouvez alors noter que les caractères anatomiques peuvent être le résultat de la sélection naturelle, mais certains sont mieux expliqués par l'héritage de l'histoire évolutive que par leur fonction. Le nerf laryngé, il a aucun intérêt, entre guillemets, à passer sous la crosse aortique. Par contre, l'histoire évolutive nous explique cette position. Je vous remercie de votre attention. Une deuxième vidéo traitera du grand 3 et du grand 4.